Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto de la semaine. Cette fois-ci, vous le savez peut-être déjà, le Bitcoin a redépassé les 100 000 $, et ce faisant, de nombreux shorts ont été liquidés pour un total dépassant les 800 millions de dollars le 8 mars. Mais bien que ce mouvement de prix puisse paraître inexpliqué, il y avait pourtant quelques signes annonciateurs, comme par exemple le chiffre surprenant qui a fait surface cette semaine du côté des ETF. Les fameux produits financiers échangés en bourse ont en effet provoqué récemment des achats de Bitcoin d'un montant 6 fois plus élevé que ceux qui est généré par les mineurs de Bitcoin. Ainsi, malgré le fait que l'intérêt du grand public pour la crypto reste encore quasi inexistant par rapport à la fin 2017, il y a en ce moment plus d'acheteurs que de vendeurs. Et sur le reste du marché crypto, les augmentations sont encore plus spectaculaires. Ethereum par exemple a pris plus de 25% en quelques jours. Cela dit, tout le monde n'a pas pris 25% non plus. Solana par exemple, qui est aujourd'hui considéré par beaucoup comme le concurrent principal d'Ethereum, n'a vu son prix monter dans le même temps que de 16%. Et ce, malgré le fait qu'il a atteint le sommet du podium en matière de volume sur les plateformes d'échange décentralisées. En effet, il semble pourtant que ce réseau ne fasse pas encore l'unanimité parmi les investisseurs. D'après les analystes de la banque Sygnum, les institutionnels boudent encore Solana et rien ne prouve qu'il puisse détrôner Ethereum un jour. D'après eux, d'une part, les tokenomics du Sol ne justifient pas vraiment une augmentation de sa valeur, et d'autre part, les revenus du réseau Solana sont moins stables que ceux d'Ethereum. Par ailleurs, il ne faut pas oublier les récents revirements ayant eu lieu à la fondation Ethereum qui semblent pointer vers une réduction, voire même une éradication, à terme, des plus gros problèmes dont souffre Ethereum. Ces analystes ne sont donc pas convaincus que les institutionnels choisiront Solana plutôt qu'Ethereum pour la majorité de leurs investissements. Quant au XRP, l'augmentation de son prix a été encore moins élevée et c'est peut-être dû en partie à la publication par Politico de cet article. Car on y apprend que ce message, publié sur le compte Truth Social de Trump en mars, avait en fait été rédigé par la société de Brian Ballard, qui est spécialisée dans le lobbying et dont Ripple Labs était également client. Par la suite, Trump s'est rendu compte qu'il avait été plus ou moins berné et ça lui a particulièrement déplu. Peu importe qu'il ait validé la publication du message, et peu importe que le lien entre Ripple et le lobbyiste ait été public depuis au moins janvier. La conséquence a été l'expulsion de Ballard de la Maison Blanche et une perte de confiance des investisseurs XRP qui ne vient pas arranger le tableau après le piratage de fin avril. En ce qui concerne directement le président états-unien, ensuite l'info de la semaine est comme souvent plutôt absurde. Récemment, chez WLFI, son application de finance pas très décentralisée, une proposition d'airdrop est apparue. Afin de tester le système d'airdrop et en même temps faire la publicité de leur propre monnaie stable, l'USD1, ils ont offert d'en envoyer aux détenteurs de leurs jetons. Une proposition qui pourrait se résumer en une phrase. Est-ce que vous voulez de l'argent gratuit ? Sans surprise, la réponse a été quasi unanime avec 99,96% de votes en faveur. Oh, I like money. Toujours aux États-Unis, une autre chose qui suscitera certainement l'approbation de tous, c'est la condamnation le 8 mai 2025 d'une personne ayant envoyé plus de 185 000 $ en crypto à l'État islamique. Désormais, il passera les 30 prochaines années en prison et c'est bien fait pour lui. Mais ce cas précis n'est pas vraiment celui qui a fait le plus de bruit puisque le même jour, un autre procès de bien plus grande envergure a pris place. Il s'agit de celui d'Alex Mashinsky, l'ancien PDG de Celsius Network, qui est aujourd'hui tenu pour responsable d'une fraude comparable à celle commise par Sam Bankman-Fried. En décembre dernier, il avait plaidé coupable, ce qui lui interdit aujourd'hui de faire appel. La peine prononcée ce jeudi, qui est donc définitive, pouvait aller de 1 an et 1 jour, comme ses avocats ont eu le culot de demander, à 20 ans, comme le procureur l'avait demandé. Et apparemment, ce juge avait des ancêtres orcaniens. In medio stat virtus. Car contrairement à son homologue dans l'affaire du terroriste à distance, celui-ci a tranché la poire en deux et choisi une peine de 12 ans. Et ce, en prenant en compte, d'après University Press, des arguments parfois discutables, comme la carrière de Mashinsky dans l'armée israélienne, qui serait apparemment une circonstance atténuante. Il dit qu'il voit pas le rapport. Le fondateur de Celsius Network s'en tire donc à relativement bon compte pour quelqu'un qui a manipulé et ruiné des milliers d'investisseurs en bénéficiant au passage de profits qui se comptaient en dizaines de millions de dollars. En Europe et en Russie, cette semaine, il n'est pas question de procès mais de piratage, et pour une fois, les victimes le méritent. Car il s'agit du groupe Lockbit qui est spécialisé dans l'extorsion de crypto par le biais de virus de type ransomware. Ce groupe d'origine russe, qui emploie aussi pas mal de malfaiteurs dans les pays appartenant autrefois à l'URSS, avait subi un coup dur l'année dernière grâce aux forces de l'ordre notamment françaises, mais il existe encore. Et il y a quelques jours, fin avril, il a subi un piratage de grande ampleur. Les responsables de ce piratage, qui sont a priori d'origine tchèque, ont publié cette semaine les données volées afin que tout le monde puisse y accéder. On y trouve notamment des informations sur les virus créés par Lockbit et sur les discussions qu'ils ont avec leurs victimes. Malheureusement, les clés privées permettant de déverrouiller les fichiers chiffrés par le virus ne se trouvent pas dans cette base de données, donc les victimes de Lockbit n'ont pas encore de solution facile pour résoudre leurs problèmes. Tout ce qu'elles peuvent espérer, c'est que les forces de l'ordre puissent utiliser les informations révélées pour mener d'autres actions décisives contre ce groupe.
Cela dit, Lockbit risque fort de s'avérer particulièrement tenace étant donné que les autorités russes n'ont pas particulièrement intérêt à lutter contre un groupe de pirates qui cible quasi exclusivement les ennemis de la Russie. Et au sein même de l'Union Européenne, le sujet qui a fait le plus de bruit récemment, c'est la publication ce lundi par la Banque Centrale Européenne de la liste des partenaires sélectionnés pour participer à la création de l'euro numérique. On y trouve des banques, des instituts de recherche et universités, des sociétés commerciales et même des individus comme Xavier Lavessière. Mais évidemment, ce qui nous intéresse, c'est surtout les sociétés ou réseaux crypto-natifs. Parmi ceux-là, on trouve Coty ainsi que leurs partenaires Soda Labs, Quant et Kima qui étaient plus ou moins inconnus au bataillon jusque-là. D'après la BCE, les partenaires sélectionnés vont, entre autres choses, tester l'euro numérique, l'intégrer à leur plateforme, réfléchir aux cas d'usage qu'ils pourraient avoir et aux défis qu'ils pourraient aider à relever, ou encore travailler à la mise en place de certains systèmes comme les paiements conditionnels qui permettent de réaliser des transactions automatiquement quand certains événements se produisent et que certains critères sont remplis, comme par exemple lors de la livraison d'un colis. Et une fois leur travail effectué, dans une vingtaine de jours, ces partenaires vont discuter avec la Banque centrale et lui proposer des solutions sur lesquelles nous en apprendrons un peu plus lors de la publication plus tard dans l'année d'un rapport sur le sujet. Enfin, en ce qui concerne la France, ce que nous devrons également attendre, c'est une clarification sur la nouveauté législative du moment. Car depuis samedi dernier, l'article que vous voyez à l'écran, récemment ajouté au Code monétaire et financier, est entré en vigueur. Cet article officialise l'équivalent crypto d'un outil juridique et financier qui existait déjà dans l'Antiquité romaine et même avant, c'est-à-dire le gage, qui permet de garantir une dette avec un objet qu'on remet entre les mains du créancier. Il y a quelques siècles, avec le développement de la finance, on s'est basé sur le gage pour inventer le nantissement, qui n'est rien de plus qu'un gage portant sur des biens incorporels. Et aujourd'hui, le nantissement vient donc d'être lui-même remanié pour créer le nantissement d'actifs numériques. Ce qui veut dire qu'en théorie, on peut désormais faire avec les actifs numériques ce qu'on peut déjà faire avec les biens incorporels utilisés pour les nantissements traditionnels. Et la technique à base de nantissement qui intéresse le plus les amateurs de la finance est certainement celle du crédit lombard. Le principe en est très simple, on emprunte les fonds à une banque et en échange on offre en garantie des actifs particulièrement liquides comme des valeurs mobilières. Ce qui veut dire qu'on reçoit de l'argent à dépenser au quotidien, mais sans avoir à vendre des actifs puisqu'on en est toujours légalement propriétaire. Comme ce n'est pas une vente, il n'y a pas de revenu, donc il n'y a aucun fait générateur d'impôts et donc pas d'impôts à payer. Ce qui est extrêmement pratique pour les plus riches de nos concitoyens qui ne veulent pas payer d'impôts sur le revenu. Parce qu'évidemment, ce ne sont pas les salariés moyens qui bénéficient de ce genre de montage. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant cette semaine, c'est donc qu'a priori, si les nantissements de crypto sont devenus possibles, les crédits lombards crypto doivent être devenus possibles aussi. Ce qui ferait in fine de la France un quasi-paradis fiscal crypto pour ceux qui ont recours à ce système, alors même qu'elle restera un enfer pour tous les autres. Cependant, cet article de loi n'a pas été accompagné d'un autre qui légaliserait également le crédit lombard crypto et qui graverait dans le marbre le traitement fiscal de ce genre d'opération. On ne peut donc pas encore être absolument certain du résultat final pour ceux qui auraient recours à un crédit lombard crypto. Alors avant de signer quoi que ce soit, il vaudrait mieux attendre d'avoir un peu plus d'informations, peu importe qu'elles nous parviennent sous la forme d'une loi ou d'une publication au bulletin officiel des finances publiques. Et évidemment, si vous voulez savoir quand ça arrivera dès que ça arrivera, la meilleure solution c'est d'aller vous inscrire sur notre canal Telegram d'infos en direct. Alors je vous laisse cliquer sur le lien dans la description si vous ne l'avez pas déjà fait et je vous souhaite dans tous les cas une bonne semaine puisqu'on se reverra dimanche prochain. A bientôt!